Géographie de la pandémie de Covid 2019 quand un virus révèle la fragilité du monde. Alors, je vous propose un cours sur ce qui occupe l'ensemble de notre existence en ce moment, c'est-à-dire cette pandémie du virus, donc SARS-CoV-2, qui déclenche la maladie Covid-19. Voilà pour les quelques précisions techniques nécessaires. C'est un cours qui va essayer d'utiliser les outils de la géographie pour comprendre ce qui est en train de se passer, non pas d'un point de vue épidémiologique ou virologique, puisque nous n'en avons pas ici les compétences, mais bien de comprendre quelle est la géographie de cette pandémie et qu'est-ce qu'elle révèle sur le monde, qu'est-ce qu'elle dit de l'état du monde et en quoi la géographie peut nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer et peut-être ce qu'il se passera ensuite, à la fin de cette crise sanitaire mondiale. Alors, nous le savons, le terme pandémie fait référence à une maladie qui touche l'ensemble de la planète, puisque elle est dérivée donc du terme d'un terme grec, hein, d'un alliage de termes grecs, pan qui veut dire l'ensemble et démos qui veut dire le peuple, la population. Le virus s'attaque donc potentiellement à l'ensemble de la planète et c'est pour ça que notre analyse géographique va dans un premier temps porter sur ce que nous dit cette pandémie de la mondialisation contemporaine et dans un deuxième temps, à une plus grande échelle, ce que cette pandémie nous révèle des inégalités socio-spatiales et en vérité d'une géographie de la domination. Alors, dans un premier temps, la géographie de la pandémie est une géographie de la mondialisation. J'aimerais dans un premier temps évoquer le fait que cette pandémie reflète la mondialisation. Ça, nous l'entendons depuis un moment, ça en est devenu un topos, un lieu commun, un poncif, que tout le monde s'échange sur les plateaux de télévision, mais encore faut-il le prouver. Avec quels arguments scientifiques allons-nous prouver que cette pandémie est bien un produit de la mondialisation et quel est le rôle de la mondialisation dans la diffusion de cette pandémie? J'aimerais d'abord dire donc que la pandémie reflète avant tout l'accélération du monde, qui est un élément de définition de la mondialisation. Alors, pour commencer, attardons-nous sur les tout débuts de l'épidémie en France. En nous intéressant au parcours d'un super contaminateur du début de l'épidémie, c'est un Anglais qui s'appelle Steve Walsh, et cet Anglais a participé à une conférence à Singapour, puisqu'il est employé d'une firme transnationale qui s'appelle Servomex, et cette entreprise transnationale opère sur 3 continents, a des filiales un peu partout sur la planète, et une conférence internationale se tenait à Singapour, à laquelle donc Steve Walsh participe, et durant laquelle il contracte très probablement la maladie Covid-19. Bien. Alors, que va faire Steve Walsh après sa réunion internationale? Eh bien, il va partir en vacances, rejoindre des amis et sa famille dans une station de ski de Savoie qui s'appelle les Contamines Montjoie. Et durant ce séjour, il va contaminer 9 personnes. Ensuite, après avoir terminé son œuvre en Savoie, Steve Walsh rentre chez lui, au Royaume-Uni, et il contamine, à cet endroit, 5 personnes. Ce que nous révèle le parcours de Steve Walsh, c'est un condensé de l'hypermobilité qui peut se retrouver chez certains travailleurs à l'échelle mondiale. On a là un parcours entre le lieu de travail, dans un hypercentre de la mondialisation, Singapour, un lieu de tourisme réservé à des classes aisées, le ski en Savoie, et enfin, le retour sur son lieu de résidence, dans une puissance mondiale, tête de pont de la mondialisation, en l'occurrence le Royaume-Uni.
Alors, au début de l'épidémie, et après ces différents épisodes, la question s'est posée, pour enrayer ce qui est en train de devenir une pandémie, fallait-il fermer les frontières? C'est une question de bon sens. Et souvent, le bon sens ne résiste pas à l'épreuve de la science. Alors, cette question de la fermeture des frontières, qui apparaît comme logique, après tout, pour empêcher un virus de circuler, il faut empêcher les gens qui portent ce virus, potentiellement, de circuler. Certains hommes et femmes politiques, à droite ou à l'extrême droite, ont vu dans cette possibilité de fermeture des frontières une validation de leur discours nationaliste, discours dans lequel la frontière tient une importance majeure puisqu'elle est vue comme une barrière de protection. Cette mesure, pourtant, est jugée par quasiment l'ensemble des épidémiologistes comme une mesure totalement inefficace, puisque à partir du moment où le virus circule déjà, il ne sert à rien d'essayer de le freiner en fermant les frontières. Et puis, en géographe, on peut même avancer l'hypothèse que la fermeture des frontières peut avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire avoir un effet contraire à l'effet escompté. En effet, si on ferme les frontières, on prend le risque de l'augmentation de passages non contrôlés de manière sanitaire et peut ainsi aider à la propagation du virus. J'entends que si l'on avait par exemple fermé les frontières à des endroits stratégiques, les frontières métropolitaines françaises par exemple, qui nous aurait dit que des individus potentiellement porteurs du virus n'auraient pas employé un certain nombre de stratégies de détournement, stratégies spatiales d'évitement pourrait-on dire, afin de se rendre à leur lieu de destination en France. Ainsi, on aurait rendu les contrôles sanitaires effectués au point stratégique de passage aux frontières totalement inefficaces, et l'on aurait même, d'une certaine manière, encouragé la propagation du virus. Aussi, cette réflexion autour de la fermeture des frontières ne doit pas nous faire oublier que nous ne vivons pas dans un monde ouvert, malgré ce que l'on peut penser quand on entend le terme de mondialisation, puisque de nombreuses frontières aujourd'hui dans le monde, nous le savons, sont déjà fermées, cloisonnées et empêchent le passage de nombreuses populations en fonction de leur origine géographique. C'est le cas par exemple en Europe, aux frontières extérieures de l'Union européenne du moins. Alors, l'inefficacité de la fermeture des frontières, plus les phénomènes de supercontamination des hypermobiles, permet de comprendre la diffusion de ce virus comme un témoin de l'accélération du monde. Cela va tellement vite que l'idée même de fermer les frontières n'a aucun sens. Cela va tellement vite qu'en quelques jours seulement, un individu est capable de contaminer ou de prendre le risque de contaminer une région entière. Il faut ici comparer avec l'épidémie, la pandémie même, de peste noire qui s'est déroulée à l'échelle mondiale, enfin du moins à l'échelle du monde connecté à l'époque, à la moitié du XIVe siècle. On le voit sur la carte, alors j'ai presque envie de dire ironiquement, l'origine de ce virus est probablement la province du Hubei, très célèbre désormais, en Chine. On le voit, la peste se répand dans une grande partie du continent asiatique, au Proche et au Moyen-Orient, et atteint l'Europe et l'Afrique du Nord. Alors, la peste met du temps à arriver, puisque on estime que l'épidémie a débuté dans les années 1330 et que les derniers cas recensés à Moscou, par exemple, datent de 1352. On a donc une distance d'une vingtaine d'années entre le début de l'épidémie et les derniers cas recensés. Cela va évidemment beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Néanmoins, elle arrive notamment en Europe, grâce aux relations commerciales établies par, à l'époque, des marchands de la République de Gênes, dans le nord de l'Italie, qui avaient des affaires notamment à Caffa, et une des hypothèses est de dire, en mer Noire, Caffa,
et de dire que ils auraient été contaminés à ce moment-là, bon, peut-être par un jet de cadavres pestiférés, on ne sait pas trop, et ils auraient ensuite répandu la peste en Europe, puisque ils étaient très connectés, étant des commerçants très prospères, avec le reste des principales villes européennes. On le voit donc, la mondialisation des échanges et de la transmission du virus n'est pas un fait nouveau. La nouveauté tient dans la rapidité de la diffusion du virus, détecté en décembre en Chine. 3 mois plus tard, la moitié des habitants de la planète, environ 3,5 milliards de personnes, est confinée. Alors, dans un deuxième temps, là, dans ce premier chemin sur l'échelle mondiale, il faut voir évidemment en quoi cette pandémie reflète surtout les fragilités de la mondialisation étant entendue ici comme diffusion du modèle capitaliste et libéral, c'est-à-dire du libre-échange, à l'échelle de la planète. Alors, tout d'abord, cette pandémie révèle, et cela fait l'actualité quasiment tous les jours, l'interdépendance économique des différentes économies de la planète, et surtout, plus originalement, la structure de la division internationale du travail, ou de la nouvelle division internationale du travail, mais qui n'est plus si nouvelle désormais, la NDIT. Alors, ce qui révèle cela, c'est particulièrement la question des masques. Aujourd'hui, le marché mondial de masques de protection est extrêmement tendu, de fait. Et de quoi s'aperçoit-on? De choses que, évidemment, les géographes, mais pas que, savent déjà, l'extrême dépendance par rapport à la Chine, qui est une indépendance qui se joue aussi d'ailleurs sur les médicaments, comme le paracétamol, ce qui est relativement inquiétant. Alors, cette dépendance par rapport à la Chine met en lumière le processus de désindustrialisation qu'a connu notamment l'Europe à partir de la fin des années 1970 et qui a déconstruit le tissu productif. On le voit aujourd'hui, le tissu productif français n'est pas capable de produire des masques en nombre suffisant. Aussi, on voit une mise en scène de la Chine qui profite de cette situation économique, qui vient désormais en aide aux autres pays, notamment en Afrique. Et il s'agit là, évidemment, nous le savons, d'un enjeu géopolitique, d'influence chinoise et de nouvelles formes de colonisation de ce pays en Afrique. On le voit aussi avec l'envoi de médecins et de matériel médicaux. À titre d'anecdote, la France vient d'autoriser des médecins cubains à venir soigner nos camarades de la Caraïbe française. Cette tension sur les marchés mondiaux révèle aussi et principalement la concurrence entre les États. On a des anecdotes qui sont assez affligeantes, comme les États-Unis qui rachètent en cash, sous-entendu avec des valises de billets, et plus cher, des masques qui étaient principalement destinés aux régions françaises. On arrive sur les aéroports, on empêche le départ des avions et on rachète les masques. C'est ici un véritable condensé de la compétition économique internationale dans ce qu'elle peut avoir de plus beau. Aussi, la qualité des masques chinois est souvent critiquée. Je crois que la Belgique ou les Pays-Bas, je ne sais plus, a dû renvoyer des masques parce qu'ils n'étaient pas aux normes et qu'ils étaient emballés dans des cartons de cornflakes usagés, ce qui mettait en péril leur stérilité nécessaire à leur usage. Ceci nous permet de comprendre les limites à l'intérieur de la mondialisation, de l'émergence chinoise, dont on parle abondamment
depuis les années 2000 et dont on répète, hein, et dans mes propres cours je le fais allègrement, qu'elle est en passe de devenir la première puissance économique mondiale. Alors pourquoi est-ce que cette crise révèle les limites de l'émergence de la Chine? Eh bien parce qu'elle est incapable d'appliquer des contrôles sanitaires stricts sur son propre territoire. Souvenons-nous du marché de Wuhan, dont est originaire le virus, au début de l'épidémie, où on rapporte des phénomènes de coprésence d'animaux sauvages porteurs de ce virus, comme le fameux pangolin, pourtant un animal si mignon, qui est d'ailleurs l'animal le plus braconné du monde. Et donc la coprésence de ces animaux sauvages avec des animaux d'élevage et puis avec d'autres types de denrées, dans un espace confiné, réduit, accroît le risque de transmission du virus animal à l'homme, ce qu'on appelle la zoonose et dont nous aurons l'occasion de reparler dans une deuxième partie. Pourtant, il existe une convention internationale qui régule la vente des animaux sauvages et qui fait l'objet d'une surveillance de la part de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une agence des Nations Unies. La question que l'on se pose, c'est est-ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a pratiqué efficacement ou non des contrôles et des recommandations auprès de la Chine, quand on sait que la Chine est l'une des principales puissances contributrices de l'OMS et qu'elle possède des relais importants dans la direction de l'Organisation mondiale de la santé, on peut émettre raisonnablement un certain nombre de doutes quant à l'efficacité de cette gouvernance mondiale de la santé à faire en sorte de réguler ces marchés d'animaux sauvages à l'échelle de la planète, qui sont d'ailleurs souvent tenus par des mafias, puisque c'est un commerce qui est très lucratif, pas seulement en Chine, hein, mais aussi en Afrique et au Mexique notamment. Le dernier point qui révèle cette fragilité de la mondialisation, c'est le marché international du travail qui est aujourd'hui à l'arrêt. Alors, peut-être qu'on ne s'en rend pas totalement compte en temps normal, mais en géographie, nous l'étudions. En Europe, notamment, nous assistons aujourd'hui à une pénurie d'ouvriers agricoles. Pourquoi? Parce que ces ouvriers agricoles sont souvent des étrangers, intracommunautaires, c'est-à-dire européens, ou extracommunautaires, qui viennent le temps de la saison de la récolte travailler dans les champs européens. Cela permet évidemment de les payer, on va dire, moins que des ouvriers nationaux. Alors, ce phénomène a été étudié notamment par Shadia Arab dans un livre qui s'appelle Dame de fraise, doigt de fée, qui raconte le parcours des femmes marocaines, puisque cela révèle effectivement une inégalité de genre. Donc des femmes marocaines dans les champs de fraises en Espagne, qui viennent donc tous les ans ramasser des fraises pendant une période donnée, qui sont logées dans des baraquements insalubres, et qui repartent une fois la saison terminée. Alors, ces Marocaines-là ne peuvent pas venir récolter les fraises, et à cela, en France par exemple, nous avons eu deux types de réactions. La première vient de la préfecture de Seine-et-Marne, qui appelle les réfugiés à venir travailler dans les champs. Les réfugiés, c'est-à-dire les personnes qui font l'objet d'une politique d'exclusion à longueur d'année et qui trouvent aujourd'hui une utilité économique fondamentale, du point de vue de la préfecture, évidemment. Et on trouve aussi, plus originalement, la porte-parole du gouvernement, Madame Sibeth Ndiaye, qui invite les professeurs qui ne travaillent pas, comme nous le savons tous, à aller ramasser des fraises gariquettes dans les champs. Et c'était la fin de cette remarque maoïste. On le voit donc
en conclusion de ce second moment, cette pandémie révèle les fragilités de la mondialisation à la fois dans l'interdépendance des économies des États, la destruction des systèmes productifs nationaux, la concurrence entre les économies mondiales et l'incapacité d'une gouvernance mondiale sur un certain nombre de sujets. À une échelle infra, que voit-on? On voit que des travailleurs précaires, et nous le verrons aussi dans un second temps, sont essentiels au modèle agricole productiviste et que l'absence de ces travailleurs pose un certain nombre de problèmes dans la récolte et l'approvisionnement des ressources agricoles. Enfin, la pandémie révèle des formes moins visibles de la mondialisation, des formes qui ne sont pas cachées, mais qu'il faut savoir chercher. Alors, la première de ces formes, qui est extrêmement dépendante de la mondialisation, et c'est un petit peu contre-intuitif, c'est ce qu'on appelle l'économie informelle, qui va du travail au noir classique, hein, un serveur qui fait une pige dans un bar sans être payé, par exemple, à une organisation mafieuse internationale. La question qui se pose est la suivante. Comment confiner une population qui n'a pas de revenus légaux? Et c'est une vraie question. À partir du moment où vous disposez d'un salaire ou d'allocations dispensées par l'État, le confinement vous autorise théoriquement à toucher soit une partie de votre revenu dans le cadre de l'activité partielle, qu'on appelle le chômage partiel, soit la totalité si vous êtes fonctionnaire, soit la totalité des minima sociaux comme le revenu, le RSA ou d'autres types d'allocations. En revanche, lorsque vous ne bénéficiez d'aucun de ces revenus, parce que vous travaillez de manière illégale du point de vue du droit, vous êtes désormais sans ressources. La question se pose fortement dans le sud de l'Italie, qui, sans vouloir faire offense à mes cousins italiens, ce sud de l'Italie est légèrement, on va dire, organisé par différentes formes de mafia. Alors, l'État italien entend assurer un revenu de survie à certains individus, voire à organiser la distribution de nourriture, c'est-à-dire non pas à fournir de l'argent, mais à fournir des bons qui permettraient d'aller acheter de la nourriture dans les supermarchés. On revient là complètement à une situation qui n'est envisagée que lors d'un conflit militaire. Surtout, l'économie à l'arrêt, c'est-à-dire lorsque les entreprises s'arrêtent, et qu'elles ne sont pas soutenues par les banques, qui devraient être les principaux acteurs de ces moments, ou par l'État, si ces entreprises ne sont pas soutenues, c'est-à-dire si elles ne sont pas aidées concrètement, financièrement, par les institutions, eh bien cela ouvre le champ libre à la mafia, comme en Calabre, où cela commence à se voir dans certains articles. La Calabre, donc le nom de la mafia calabraise, c'est la 'Ndrangheta. Cette mafia pourrait proposer des liquidités, c'est-à-dire de l'argent, aux petits entrepreneurs dont l'activité a cessé. Imaginez-vous un entrepreneur du BTP, un plombier, un artisan, un restaurateur, vous voyez, qui n'arrive pas à obtenir des aides de l'État et qui obtiendrait des aides de la mafia en termes de liquidité, d'argent, en échange, évidemment, de services qu'ils ne pourront probablement pas refuser. Cela montre la capacité d'adaptation de structures économiques informelles, comme la mafia, à ces périodes de crise économique. Vous le savez, théoriquement, les périodes de crise économique profitent aux organisations informelles, ou du moins peuvent leur profiter. Donc ça, c'était le premier point sur cette révélation de formes moins visibles de la mondialisation. Alors je ne détaille pas sur la question de pourquoi est-ce que les organisations
informelles telles que la mafia sont connectées à l'échelle mondiale et sont des actrices de la mondialisation. Pour cela, je vous renvoie à l'excellente série produite par Canal+, qui s'appelle 000, et qui raconte ça de manière très bien et avec beaucoup de géographie. Le dernier point qu'il faut aborder est là un point un peu plus centré sur la question de l'environnement. L'une des conséquences de la mondialisation, c'est l'urbanisation du monde. Nous le savons, cela est démontré dans de nombreux ouvrages par les géographes, comme par exemple Michel Lusso. Donc, l'urbanisation et la mondialisation sont alliées avec un concept émergent dans les sciences de l'environnement et dans les sciences sociales, qu'on appelle l'anthropocène. On parlerait donc d'urbanisation à l'heure de l'anthropocène. Alors, qu'est-ce que l'anthropocène? C'est un âge géologique de la Terre nouveau qui remplace l'âge géologique précédent, l'Holocène, un âge géologique de la Terre où l'impact des activités humaines sur la biosphère est si importante qu'elle est visible dans la composition chimique des roches et des minéraux. Alors, ça a l'air très compliqué à comprendre, mais c'est en fait très simple. On peut le résumer ainsi. L'action humaine est telle qu'elle est irréversible. Non pas au sens où la Terre, une fois les êtres humains disparus, va mourir. Non. Elle continuera, elle se régénérera d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, il y a désormais pour l'éternité, c'est ce que disent de nombreux scientifiques, une trace de l'activité humaine à l'intérieur du sol. Quelles sont ces traces? Immuables, ou quasiment immuables, c'est les explosions nucléaires, qui laissent des traces énormes sur plusieurs millions d'années, et c'est la modification des composés chimiques de certaines roches par l'utilisation d'engrais, de pesticides, etc. On ne rentre pas dans les détails, on retient simplement que l'anthropocène, c'est un concept qui sert aux scientifiques à penser l'action globale de l'activité humaine sur l'ensemble de la planète. Alors, ce concept d'anthropocène questionne la place de l'humanité sur Terre. On lui reproche, et ce n'est pas mon cas, je n'adhère pas à ce discours, mais il faut l'entendre, on reproche, certains du moins, à l'être humain d'être un parasite, un virus de la Terre, et de ne pas vivre en symbiose avec la Terre, et ainsi de mettre en péril l'ensemble de la biosphère. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'activité humaine met en péril l'ensemble de la biosphère, participe d'une extinction animale de masse et est à l'origine du changement climatique. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans la facilité d'interprétation et dire que les êtres humains sont le virus, nous sommes le virus, le problème c'est nous. Non, nous ne sommes pas, tous et toutes individuellement, responsables de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Dire cela, dire que c'est l'humanité le problème, c'est déréaliser le problème, c'est-à-dire lui enlever de la prégnance, de l'importance, et lui enlever sa réalité physique, mais c'est surtout déculpabiliser les responsables de ce basculement mondial qui sont identifiables et qui sont des entreprises, qui sont des États, qui sont des gens qui prennent des décisions, qui sont elles et eux responsables de ce qui est en train de se passer. Il faut voir cependant les conséquences de cette urbanisation du monde à l'heure de l'Anthropocène. Nous avons dit que la mondialisation correspondait à une urbanisation. Nous avons dit que l'impact de l'activité humaine est tel que nous basculons dans une nouvelle ère géologique qu'on appelle l'Anthropocène. Quelles conséquences peut bien avoir tout cela sur le monde aujourd'hui et surtout quel lien avec le virus? Eh bien, c'est un lien qui est d'une évidence absolue et qu'il faut réfléchir. L'urbanisation, vous le savez, c'est la consommation de terre
arables ou de forêts au profit de l'activité humaine par l'artificialisation des sols et la croissance de la ville. Nous le savons. La réduction des espaces forestiers réduit notamment les espaces de vie d'un certain nombre d'espèces animales. L'accroissement des villes dans certaines régions de la planète qui vont de plus en plus gagner sur la forêt va rendre beaucoup plus proches les habitants de ces villes avec les espaces de la forêt et les espèces d'animaux sauvages. On le voit, cette proximité de plus en plus importante, notamment en Asie du Sud-Est et dans la forêt amazonienne et dans la forêt du bassin du Congo, entre les humains habitants des villes sédentarisées et les espèces d'animaux sauvages, accentue fortement le risque de zoonose, c'est-à-dire de passage d'un virus de l'animal à l'homme. La déforestation pour la transformation en Amazonie, par exemple, d'hectares et d'hectares de forêt en cultures de soja qui servent à nourrir les vaches européennes et qui soutiennent une consommation de viande très importante dans les pays développés ou en développement, est donc directement liée à la propagation de virus nouveaux. Plus la forêt réduit, plus la ville grandit et plus la forêt se rapproche de la ville, plus la fréquentation des animaux sauvages et des êtres humains accentue le risque de pandémie. C'est une leçon que la géographie, la biologie nous apprennent et qu'il est très important de méditer, je pense, actuellement, puisque c'est bien une des conséquences de la mondialisation que l'accentuation du risque de pandémie. On peut le voir de manière beaucoup plus anecdotique à l'intérieur des villes où les touristes ont disparu, comme en Thaïlande. On voit des centaines de singes se battre pour un peu de nourriture, car ces singes ont été habitués à être nourris par les touristes. Plus de touristes égale plus de nourriture, et cela donne lieu à des scènes complètement hallucinantes de singes qui se battent au milieu de villes désertes. Je pense que la vue de ce type d'événement doit nous amener à une réflexion profonde sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà donc pour cette première partie du cours qui s'arrête là dans un premier temps. Je ferai un deuxième enregistrement très bientôt. On retient donc qu'à l'échelle mondiale, cette pandémie nous révèle la mondialisation dans l'ensemble de ses aspects. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'analyse de ce qui est en train de se passer doit impérativement nous faire réaliser, nous rendre compte plutôt, des structures, des systèmes à l'œuvre à l'échelle de la planète, et cette prise de conscience qui, semble-t-il, est nécessaire face à l'absurdité du monde devrait constituer un élément fondamental d'une révolte à venir. Et je dois évidemment ce raisonnement à Albert Camus. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une deuxième partie du cours qui évaluera la question de la géographie de la domination et les différentes formes d'inégalité qui sont révélées par cette crise mondiale.